Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sémantique. Collection dirigée par Thierry Ponchon. Déjà paru. Zinaïda Geylikaman, Pauline Lambert. Rythme d'évolution du français médiéval. Observation d'après quelques textes littéraires, 2016. Thierry Ponchon et Elena Vladimirska. Dire l'autre voir autrui. L'altérité dans la langue et les discours, 2016. Christiane Morinet, Ce que l'écrit fait au sujet parlant. Un cheminement intellectuel, 2016. Samuel Bidault, La vicariance en français et dans les langues romanes, italien, espagnol, portugais, 2016. Maurice Lobatchev, L'autrement perçu des langues, 2015. Nathalie Glaudert, Théorie de la marque et complexité linguistique, 2014. Stéphane Girard, plasticien, écrivain suicidé. Ethos octorial et paratopie suicidaire chez Édouard Levé, 2014. Maria Dolores Vivero Garcia, Frontières de l'humour, 2013. Antoine Gauthier et Thomas Vergendir, Comme, comment, combien, concurrence et complémentarité, 2013. Aviv Amit, Continuité et changement dans les contacts linguistiques à travers l'histoire de la langue française, 2013. Christiane Morinet, Du parler à l'écrit dans les études, 2012. Jonas Makamina Bena, Terminologie grammaticale et nomenclature des formes verbales, 2011. André Roman, Grammaire systématique de la langue arabe, 2011. Julien Longhi, Visée discursive et dynamique du sens commun, 2011. Remerciements. Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à Joël Ducos, qui nous a encouragés à organiser ces journées d'études sur les rythmes d'évolution du français médiéval. Nous remercions également les orateurs de cette deuxième journée, Marco Molu, Mathia Cavagna et Vincent Deluse. Nous voulons également témoigner notre reconnaissance à Thierry Ponchon, directeur de la collection Sémantique, pour son soutien renouvelé. Enfin, nous tenons à remercier Michel Goyens pour sa participation, sa disponibilité et pour les mots de conclusion rédigés pour ce volume. Introduction. Johan Boud et Zinaïda Geylikaman. Est rebalié par autres en François plus clairement et plus complètement. Tel est le souhait que formule pour la noble science, Nicole Orem dans le prologue qu'il place en tête de sa traduction de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. L'enjeu est d'importance pour l'auteur du livre de divination, du livre du ciel et du monde ou encore de nombreux traités latins. Il ne s'agit en effet pas tant de traduire depuis le latin que de confier au français un discours scientifique, dans sa complexité théorique et sa technicité lexicale, comme le suggère le verbe choisi, bailler. Sans doute, pour Orem comme pour d'autres, le temps est-il venu, après le XIIIe siècle qui marquait la mise en forme vernaculaire de l'écriture historique ou l'élaboration du français administratif et juridique, le XIVe siècle voit un mouvement fort de traduction d'œuvres savantes qui se donne pour objet de diffuser une connaissance scientifique. L'interrogation autour de ce français scientifique et de son évolution à travers la période médiévale a été au centre de la journée d'études. Le français médiéval, quel est-ce rythme d'évolution ? Volet 2. Texte de savoir qui a eu lieu le 10 mars 2017 à l'Université Paris-Sorbonne. Cette journée faisait suite au premier volet qui avait été consacré aux textes littéraires et avait également donné lieu à une publication d'actes. Il est apparu important en effet de ne pas se limiter aux textes littéraires, lieu privilégié de l'étude de l'évolution du français médiéval, mais de considérer également d'autres types de discours tels que le discours scientifique. 5 communications ont ainsi été présentées lors de la journée d'études. La fortune des 7 sages de Rome, observation sur un incunable méconnu par Marco Molu, un miroir de l'évolution du français, la transmission du miroir historial du XIVe au XVe siècle, par Mathia Cavagna, la langue médicale du XVe au XVIe siècle, l'exemple de traduction française du Lilium Médicine de Bernard de Gordon, par Adeline Sanchez, État et empire de la Lune au Moyen-Âge, les descriptions de l'astre dans quelques textes de savoirs médiévaux, par Pauline Lambert et vocabulaire technique, le lexique horloger et la langue française par Vincent Deluse. La journée d'études a été clôturée par une table ronde animée par Joël Ducos et Michel Goyens. Le présent volume regroupe les articles qui reprennent et prolongent 3 de ces communications.
Comme le suggèrent ces articles et comme souhaitait donc l'interroger la journée d'études qui en était la source, l'idée de rupture introduite par les traductions du XIVe siècle gagne sans doute à être nuancée. Ainsi, l'écriture didactique en français ne naît pas au XIVe siècle et passeurs de savoir et autres vulgarisateurs médiévaux s'illustrent bien avant les entreprises de traduction commandées par Charles V. Brunetto Latini et Gossuin de Metz, entre autres, choisissent la langue vernaculaire pour livrer au public leur encyclopédie. Mailleux le Vilain traduit pour la première fois les météorologiques d'Aristote à la fin du XIIIe siècle et la Prataïque de géométrie offre en français le contenu des apostrophes. Un traité latin écrit 70 ans auparavant, non sans en infléchir l'enjeu. Quelle forme alors prennent ces écrits et comment la langue y est-elle modelée pour dire la connaissance, pour diffuser un savoir sur des objets aussi divers que l'art du discours, le cosmos, l'animal ou les terres étrangères? Permettant d'étendre à d'autres formes d'écriture le regard sur des rythmes d'évolution de la langue française, la prise en compte de ces textes nous permet aussi d'observer le travail d'auteurs à leur échelle propre. Les auteurs, les publics, les supports, comme le montrent les études de ce recueil, doivent être prises en compte dans l'étude diachronique du français scientifique. Participant et conditionnant la composition comme la réception des textes savants, diffusion manuscrite et horizon d'attente trouvent leur place dans l'étude de la langue. D'autre part, étudier les textes à leur échelle, c'est également observer les méthodes de la compilation ou de la traduction, la reprise ou le face-à-face avec un ou plusieurs textes sources, rédigés souvent dans une langue autre que le français. Participant ainsi à une illustration du français, au sens du De Vulgari Eloquentia de Dante, ces textes savants se comprennent aussi dans leur rapport au latin, ce dont témoignent les phénomènes de calque ou d'emprunt dans l'exemple des innovations lexicales. Cette langue fait alors figure autant de sources que de signes identitaires, garantissant l'autorité intellectuelle et culturelle, du modèle comme du scripteur du texte scientifique. Loin de confirmer l'opposition frontale d'une langue à l'autre et d'un public à un autre, les rapports entre ces deux langues se marquent alors bien, comme le notent Stéphane Marcotte et Christine Sylvie, par une relation multiparadoxale qui se tisse dans le temps et dans l'espace, entre une langue posée d'emblée comme savante, le latin, et une langue en passe de le devenir. Comment donc se mesure et se comprend ce devenir du français comme langue apte à porter le savoir et à le diffuser proprement, clairement et ordonnément, comme l'écrivait Aurème, exploitant et dépassant à la fois les termes légiers, apparemment impropres au discours scientifique? Si le poste d'observation que constitue le lexique pour mesurer innovation et tentative tant morphologique que sémantique reste important, il n'est pas le seul sur lequel les articles de ce volume se penchent. En effet, si la morphologie permet de mesurer les logiques d'emprunt et de dérivation souvent à l'œuvre, la mise en forme d'un discours de savoir suppose aussi des aménagements syntaxiques capables de rendre une pensée didactique en construction. L'articulation des propositions comme les marques énonciatives sont rompues progressivement à l'expression du vrai, à la description ou à la démonstration logique. Ainsi, si l'approche diachronique demeure un enjeu important, c'est parce qu'elle permet un double regard. Discours scientifique et élaboration de la langue s'appuient l'un sur l'autre et se développent de façon intimement liée, pouvant aller jusqu'à la création d'une langue de spécialité, marquée par sa terminologie mais aussi sa phraséologie et sa syntaxe. Lire, traduire, écrire des œuvres savantes en français s'affichent, au cours du Moyen Âge, comme des opérations intellectuelles à part entière qui s'inscrivent dans le panorama culturel de l'Occident médiéval, non sans lien avec les méthodes universitaires ou la pratique de la glose. En associant alors pratique d'écriture scientifique et réflexion théorique sur les potentialités du vernaculaire, ce mouvement va transformer les structures linguistiques et rhétoriques de cette langue, du moins dans sa production écrite, seule ici concernée. Or, si les XIIIe et XIVe siècles viennent articuler de nouveaux usages de la langue vernaculaire, laquelle s'autonomise et élargit ses emplois, ils constituent aussi pour nos études une période charnière. D'après la périodisation adoptée par les linguistes diachroniciens, le passage d'un siècle à l'autre marque en effet la frontière entre l'ancien et le moyen français. Ainsi, les textes étudiés dans ce volume sont peut-être à considérer dans ce double enjeu. Rythme d'évolution et écriture du savoir s'articulent parfois inextricablement. Ce n'est pourtant pas tant la frontière entre ces deux étapes de l'histoire du français que ce volume interroge que la recherche par des auteurs soucieux de transmettre un savoir,
d'une langue et d'un style apte à assumer un discours jusqu'alors transmis dans une langue qui n'est pas, ou plus, la langue privilégiée de leur lecteur. Dans cette perspective, les articles de Mattia Cavagna, de Pauline Lambert et de Marco Molu témoignent de stratégies multiples pour assurer une communication scientifique efficace, soucieuse de translateur dans tous les sens médiévaux du terme, le savoir des autorités. L'enjeu est donc aussi, comme le rappelle Michel Goyens dans les pages conclusives, de mesurer l'émergence et la constitution d'une langue de spécialité, à la fois proche et différente de la langue courante. Si ce XIVe siècle semble véritablement un tournant dans la construction du français comme langue d'écriture scientifique, c'est avant tout parce que la production de textes concernés attire l'attention. L'époque est en effet celle de Charles V le Sage, dont Nicole Orem, savant érudit, philosophe et astronome, est aussi un proche conseiller. Le roi de France, fondateur de la première librairie royale qu'il installe au Louvre, est un commanditaire majeur de traduction savante et la langue vulgaire est présente en majorité dans les œuvres de sa collection. Sous son patronage travaille ainsi Jean Corbechon, qui traduit l'encyclopédie de Barthélemy Langlais, Denis Foulchat, auteur de la version française du Polycraticus de Jean de Salisbury ou encore son médecin, Évrard de Conti, qui entreprend la traduction des problémata pseudo-aristotéliciens et de leurs commentaires. Ces quelques exemples de textes enrichissant nos réflexions suffisent toutefois à soulever un problème d'importance pour le sujet qui nous occupe. Qu'est-ce qu'un texte de savoir au Moyen Âge ? S'il ne fait pas de doute que l'inclination didactique et l'affirmation autoritaire de contenu savant marquent profondément ces ouvrages, leur forme comme leur contenu diffèrent, sans échapper de plus aux modalités d'écriture de l'époque médiévale, à sa mouvance, sa variance et sa manuscriture. De même, dans les contributions de ce recueil, les fictions enchâssées du roman des 7 sages de Rome, les descriptions des astres, de Philippe de Temps à Nicole Orem comme l'exposé par notice de l'encyclopédie de Vincent de Beauvais offrent des témoignages divers d'une écriture du savoir, bien souvent protéiforme, qui semble aussi constituer une orientation générale majeure du texte médiéval. Le champ scientifique et les disciplines concernées par une approche savante, en français comme en latin, ne sont pas les nôtres et appellent à un certain décentrement. De plus, les genres eux-mêmes de l'écriture scientifique, ici réunis comme textes de savoir, s'attachent à des enjeux et des pratiques qui ne peuvent être réductibles ni à une même approche, ni à un même schéma linguistique. Développant chacun une rhétorique et une spécialisation lexicale et discursive qui leur est propre, ces textes ne se chargent pas moins de faire passer en français une connaissance d'abord exprimée et encore largement reçue en latin. Toutefois, si traduire suppose bien d'écrire la science, la réciproque n'est pas toujours vraie. La diffusion et la vulgarisation du savoir peut prendre la forme d'une traduction sans illimité, ce que recoupe bien le sens médiéval de translation qui renvoie à une opération autant intellectuelle et culturelle que linguistique. C'est donc à nouveau l'étude du contexte de l'œuvre et de sa diffusion qui nous invite à la prudence pour mesurer les évolutions en diachronie du français scientifique. À cet égard, l'étude de Mattia Cavagna est révélatrice. En se penchant sur le genre encyclopédique, qui semble pourtant s'épuiser au-delà du XIIIe siècle, elle montre que le texte de Vincent de Beauvais continue à être diffusé et transformé par la traduction de Jean de Vignais. Les mêmes enjeux se retrouvent dans les formes prises par la diffusion des 7 sages de Rome, étudiées par Marco Molu, où l'entreprise didactique s'entrelace à la fiction et où l'hypotexte latin ne projette pas la même ombre sur l'enseignement offert au lecteur. De même, la description de la Lune connaît des variations, comme le montre Pauline Lambert, d'abord en fonction du texte dans lequel elle se trouve. Lexique, choix de l'information et recours à l'image ne sont jamais des procédés systématiques dans le texte didactique. Fable, somme, traité, encyclopédie. L'écriture du savoir prend des formes diverses sans qu'elles soient opposées, et ces variations peuvent alors résonner avec une évolution des modes d'écriture de la science, inextricablement liée à l'émergence des langues spécialisées et des lexiques techniques. Faisant suite à une réflexion sur les textes littéraires, ce volume propose donc une contribution à l'étude des étapes et des rythmes de la construction de ce nouveau langage spécialisé au sein du français médiéval. Avant-propos. Joël Ducos. Derrière l'appellation commode de français médiéval, on connaît l'extrême diversité de la langue tant dans ses variations dialectales que dans l'axe chronologique que représentent les 5 siècles de production écrite en français, 11e-15e siècle.
Phénomène d'évolution phonétique et graphique alors que la copie du manuscrit français s'intensifie et se diversifie, morphologique et syntaxique, tous sont étudiés, décrits et commentés et soulignent des mouvements d'évolution, où les ruptures franches sont moins fréquentes que la concomitance de continuité et de nouveauté. Quant à l'évolution lexicale, elle se mesure aux différences entre les dictionnaires centrés sur l'ancien français, Tobler-Lomatch, Godefroy, Def par exemple, et le dictionnaire du moyen français dont l'élaboration depuis plus de 20 ans a contribué à un inventaire bien plus complet du lexique attesté dans les 2 derniers siècles du Moyen Âge. De même, la connaissance que nous avons de la langue médiévale étant affinée maintenant par des corpus numérisés, il est désormais temps d'analyser de manière plus précise les processus d'évolution en œuvre au Moyen Âge, ce qui pose la question du rythme. Doit-on s'arrêter aux répétitions classiques quoique contestées dans leurs bornes, entre ancien français et moyen français ? Ou faut-il aller au-delà, et repérer des modalités plus fines d'évolution ? Tel était l'enjeu du premier volume dirigé par Z. Gellickman et P. Lambert, qui donnait, à partir d'études de cas, des éléments précis et concrets pour une évaluation des rythmes d'évolution, en mettant en regard des considérations sémantiques, syntaxiques ainsi que la mise en prose des romans comme témoins d'évolution. M. Colombo Timelli concluait ainsi, sur la gradualité de phénomènes dont il est souvent délicat de dater avec quelque précision l'émergence en amont, la disparition en aval, et sur l'intérêt des études contrastives appuyées sur des textes dont des rédactions d'époques différentes sont conservées. Ce second volume complète effectivement le premier tableau avec 3 contributions qui donnent de nouveaux jalons et de nouveaux témoins. L'une sur l'évolution d'une transmission par la traduction jusqu'aux imprimés de la Renaissance, une autre sur l'émergence d'une terminologie spécialisée avec l'astronomie, et une troisième sur la transmission d'un texte par un imprimé qui met en balance évolution linguistique et contexte culturel de l'imprimerie. L'évolution linguistique dans ce volume n'est pas considérée comme le résultat de facteurs internes, mais comme un processus où interviennent un ensemble de causes. C'est en particulier le cas pour le lexique, comme le souligne aussi Vénikis à propos de l'évolution sémantique. Il est vrai que les textes qui servent de support à l'analyse appartiennent à des genres différents, même si, dans les 3 cas, il s'agit d'adaptations en français. La traduction apparaît ainsi comme un témoin privilégié dans une pratique de la langue française sans doute plus raisonnée ou plus consciente de l'écart par rapport à d'autres langues. Elle est ainsi le vecteur d'innovation ou au contraire le réceptacle de tradition lexicale, alors même que son objectif premier est la transmission d'un sens par une adaptation linguistique. Sans doute est-ce la raison pour laquelle une longue transmission d'un texte traduit est un corpus particulièrement pertinent pour l'observation des évolutions et des facteurs qui peuvent intervenir dans le changement linguistique et sémantique. Tel est le cas pour la traduction du Miroir historial effectuée par Jean de Vignais à partir du Spéculum historial de Vincent de Beauvais, 80 ans après sa rédaction. Mattia Cavagna met en évidence les différentes phases de la transmission de la traduction, avec une version révisée dans les années 1370, une transmission au XVe siècle à partir d'une version disparue et enfin les 2 imprimés, d'Antoine Vérard et de Galliot Dupré. Cette longueur permet justement d'apprécier, par-delà le choix du traducteur premier qu'était Jean de Vignais, le maintien des nouveautés de la traduction d'origine et les évolutions linguistiques qui ont conduit à des réécritures. Neutralisation des marques dialectales, élimination de formes considérées désormais archaïques, suppression de calques peu usuels au profit de formes plus courantes sont des traits que l'on attendait. En revanche, on pourrait penser que les révisions amènent des améliorations de compréhension. Or ce n'est pas toujours le cas, au moins dans les manuscrits, à la différence de l'imprimé où l'éditeur compare avec le texte latin et peut compléter et amender. Les conclusions de M. Cavagna soulignent ainsi combien derrière une évolution apparemment continue, la transmission de la traduction met en évidence qu'elle est plus diverse et plus complexe, avec en particulier, un rejet des latinismes de Jean de Vignais. Le choix lexical et linguistique d'un traducteur n'est donc pas signifiant d'une évolution linguistique, mais paraît ainsi comme une équivalence individuelle, un idiolecte en quelque sorte, s'il n'est pas repris par d'autres ou n'est pas attesté dans une diachronie ultérieure. D'où l'importance de saisir quand sont attestées les premières occurrences d'un mot ou d'usage spécialisé. La fascination des lexicographes pour la première attestation peut paraître dérisoire ou excessive. Pourtant,
Elle permet justement de mesurer l'évolution des usages et des termes. Pauline Lambert démontre tout l'intérêt d'intégrer des textes plus généraux, mais plus anciens comme les encyclopédies médiévales en français, pour mesurer les choix des clercs qui vulgarisent des concepts astronomiques. Si les phénomènes les plus importants comme les éclipses ont très tôt un terme implanté dans la langue, la description et l'explication de ces mêmes phénomènes marquent des hésitations entre l'usage d'une terminologie calquée sur celle du latin et l'emploi des apostrophes. Un lexique français pour des termes qui perdent apparemment de leur scientificité, ou du moins ne sont pas ressentis comme tels, y compris par les lecteurs des époques ultérieures. Les connaissances astronomiques des clercs sont évidemment un facteur déterminant dans le choix de la terminologie comme dans le mode d'exposition, avec glose ou non. Entre Nicole Orem et Guillaume de Saint-Cloud et les autres clercs, un écart de savoir se mesure dans la vulgarisation lexicale, ce qui ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que les néologismes des deux premiers restent dans la langue. La dimension culturelle, tant du milieu du clerc que du destinataire, et l'état des connaissances du vulgarisateur sont clairement des modalisateurs dans la langue spécialisée telle qu'elle émerge à la fin du Moyen Âge. L'évolution vers une langue implantée ne se fait donc pas par une rupture épistémologique, mais plutôt par des ajustements progressifs dans une continuité qui ne signifie pas une régularité de l'avancée, mais plutôt un élargissement progressif de l'emploi de termes sans nécessaire contact entre textes de la même période. On pourrait penser que le contexte culturel est surtout déterminant pour les textes didactiques et scientifiques. La dernière contribution de Marco Molu démontre qu'un recueil de contes moralisants, Les 7 sages de Rome, emprunté au monde oriental, dépend tout autant de ce contexte culturel. Sa transmission, par le biais d'adaptations en vers puis en prose, avant l'âge des imprimés, prouve en premier lieu combien chacune d'entre elles contribue à la modification d'un texte d'origine. Marco Molu, en s'intéressant au premier incunable, met en évidence d'abord combien le support nouveau n'est pas seulement la copie d'un texte manuscrit mais véritablement un nouveau travail sur le texte avec une révision de sa macrostructure, division en chapitres, rubriques, notes marginales, etc., et sa microstructure, ponctuation par exemple. Des phénomènes similaires à ceux relevés par M. Cavagna se trouvent dans l'état de langue, neutralisation dialectale, disparition des archaïsmes, tendance à la latinisation, graphies usuelles du moyen français par exemple. Les passages devenus obscurs sont également retravaillés. Mais surtout, l'éditeur amplifie ou apporte de nouveaux éléments comme une terminologie médicale absente du manuscrit. Il marque enfin une volonté d'ancrer le récit dans une approche de l'histoire romaine en gommant ce qui relève de la féodalité, tant dans le lexique que dans les situations ou les personnages. Le contexte culturel de l'édition et l'humanisme expliquent une version rajeunie et modernisée, adaptée aux exigences du lectorat contemporain. M. Molu révèle par sa contribution combien l'analyse linguistique de ses premiers imprimés gagne à être appuyée sur une étude ecdotique approfondie qui permet de différencier ce qui relève de la copie manuscrite et ce qui est dû à l'initiative d'un éditeur. Les premiers imprimés, loin d'être de simples moyens de diffusion sur un support autre, contribuent non seulement à la survie des œuvres médiévales, mais surtout sont de précieux témoins d'une réflexion sur l'évolution linguistique dans toutes les composantes du français, phonétique, graphique, morphologique, syntaxique et lexicale. À la lecture de ce second volume, l'évolution linguistique paraît ainsi dans sa complexité et dans sa diversité selon les genres textuels et l'importance de la tradition manuscrite et imprimée, ainsi que les degrés de spécialisation de la langue. Surtout, est mise en évidence que la connaissance du français médiéval et de ses transformations ne se sépare pas d'une étude linguistique des manuscrits et de la transmission longue d'un texte. C'est elle qui permet à la fois de donner des matériaux précis et de pouvoir corriger des données statistiques brutes par plusieurs facteurs. Poids de la copie qui fait se continuer des traditions d'usage, de forme ou de tour, importance du contexte culturel, effets liés au destinataire réel ou supposé. La question du rythme d'évolution apparaît ainsi comme très fortement liée aux conditions de transmission et à la dimension socio-culturelle, et ne peut être envisagée théoriquement sans cette dimension mise en évidence par les études de cas envisagées dans ce livre. Ce dernier ne prétend pas apporter des réponses et des jalons définitifs, mais il s'en dégage plusieurs leçons. La nécessité d'inventaires larges qui intègrent plusieurs versions d'un même texte effectuées à des dates différentes et sur des supports différents plutôt que la seule édition de référence,
l'importance de la comparaison d'œuvres appartenant à des genres variés, et la place non négligeable des incunables et des premiers imprimés qui témoignent des apostrophes. Une approche souvent précieuse de la langue médiévale, soit en la conservant, soit le plus souvent en la modernisant et en montrant de fait les phénomènes effectifs de disparition et d'émergence. On ne peut qu'être reconnaissant aux organisateurs et éditeurs de ces 2 volumes, qui donnent à tous les spécialistes matériaux et pistes pour les études ultérieures de l'évolution. Bibliographie. Colombo Timely, Monsieur 2016. 2 mots de conclusion. In Z. Gellickman et P. Lambert dire Rythme d'évolution du français médiéval. Observation d'après quelques textes littéraires, Paris l'Harmattan, page 263-268. Gellickman, Z. Esperluette Lambert, P. 2016. Rythme d'évolution du français médiéval. Observation d'après quelques textes littéraires, Paris l'Harmattan. Nikis, V. 2000. Changement sémantique et déterminisme socioculturel. In J. François dire Mémoire de la Société de linguistique de Paris, nouvelle série tome 9, Théorie contemporaine du changement sémantique, Leuven, Peters, page 31-58. Nikis, V. 2012. 2 aspects de l'émergence en sémantique, la théorie médiationniste des significations et le modèle continuiste du changement de sens, INSEE Badiou-Montferrand et J. Ducos dire L'information grammaticale 134. L'émergence, un concept opératoire pour les sciences du langage ? Page 45-51. Un miroir de l'évolution du français, la transmission du miroir historial du XIVe au XVIe siècle. Mattia Cavagna. Résumé. À l'instar de beaucoup d'autres textes médiévaux, le miroir historial traduit par Jean de Vigné vers 1330 a subi, dans les copies manuscrites tardives et dans les éditions imprimées, un processus de rajeunissement linguistique. Cependant, parallèlement à cette évolution plus ou moins linéaire, le texte a également fait l'objet d'une révision dans les années 1370. Le réviseur, qui demeure anonyme, est intervenu sur la traduction à partir d'une nouvelle lecture du texte latin. En plus de corriger certaines erreurs et méprises de Jean de Vigné, il s'est attaché à modifier un certain nombre de tournures syntaxiques et d'unités lexicales qu'il considère comme peu appropriées. À une première lecture, certains de ces choix paraissent d'ailleurs surprenants, étant donné qu'il rejette des mots, esgorger, rural, comédie, destinés à être accueillis dans la langue française. Une analyse croisée des modifications qu'a subi le miroir historial dans les différentes branches de sa transmission permet d'engendrer des observations, critiques et historiquement ancrées, sur le rythme d'évolution de la langue française. Abstract. Like a number of other medieval texts, the miroir historial translated by Jean de Vigné around 1330 was linguistically rejuvenated in later manuscript copy and printed editions. Nevertheless, in parallel to this rather linear evolution, the text has also been revised in the 1370s. The anonymous revisor's work on the translation was based on a new reading of the Latin text. In addition to correcting several mistakes and misunderstandings by Jean de Vigné, it tended to modify a number of syntactic structure and lexical items that are considered inappropriate. At first sight, certaines décisions of the revisor may... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.